Écoutez, nous allons démarrer. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au marché des néobanques, marché très intéressant, comme vous le savez, toutes et tous depuis déjà pas mal d'années, avec des rebondissements inédits, des valorisations parfois stratosphériques et des retournements de marché. Pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir nos 5 invités du jour, en les personnes de Marie de Grandguillou, qui est directrice générale déléguée de Nickel, Jérémy Rosselli, directeur général France et Benelux de N26, Stéphane Valois, qui est le directeur général d'Orange Bank, Alexandre Giraud, directeur général de Ma French Bank, et nous accueillerons en cours de route, comme je le disais à l'instant, Ludivine Beau, qui est la directrice générale France de Conto. Je tiens également à saluer Carole Darmaillé, qui est la directrice générale de OCBF, avec qui nous nous sommes associés pour la promotion de cet événement. Donc, je disais que le marché des néobanques est très effervescent à mains égards. Depuis déjà une dizaine d'années, nous en comptons peu ou prou environ 400 de par le monde, avec des origines et des activités très variées, tantôt sur le B2C, le B2B, un mixte des deux, des cibles spécifiques, que ce soit également au titre de la parenté de ces acteurs, ce sont soit des fintech, des startups, des filiales d'opérateurs télécoms, de banques, de géants du web. Et c'est un marché qui nous a tellement fasciné, qui nous fascine d'ailleurs toujours, que nous avons décidé depuis 6 ans de publier un livre blanc dédié au marché des néobanques. On les appelle les saisons, et nous en sommes à la saison 6, publiée en novembre dernier. Pour ma part, je suis Angelo Cacci, un des associés du cabinet Sirtals, spécialisé dans les services de paiement et les services bancaires et financiers. Alors, entrons d'emblée dans le sujet des néobanques, et pour parler donc de ce marché, une première question pour nos invités. Donc, ce marché donc florissant, mais néanmoins qui doit faire face à un ralentissement économique, aux tensions inflationnistes. Et à ce titre, je voulais savoir quel regard vous portez tour à tour sur ce marché, quels seraient les impacts liés à ce renversement de tendance auquel nous assistons depuis une année. Marie, je te lance la balle, si tu veux bien. Très bien, eh bien je vais prendre la question sous l'angle client plutôt que sous l'angle nos organisations. Je laisserai les autres réagir sur le côté inflationniste pour nos organisations, sur nos coûts et tout ça. Mais je trouve que pour moi, le contexte macroéconomique avec l'inflation, la pression sur le budget des ménages, ça renforce la pertinence de nos offres, et je pense que ça contribue aussi à faire décoller nos chiffres d'acquisition client. Nickel, depuis le début, a été lancé sur l'idée qu'un compte c'était essentiel, c'était fondamental, mais ça coûtait trop cher dans les marchés traditionnels. En moyenne, en France, ça coûte 215 € par an, un compte courant. Et donc, toutes nos alternatives aujourd'hui, elles se positionnent, alors pas toutes sur les mêmes cibles, pas toutes avec les mêmes offres de services, mais globalement quand même toutes avec une offre de prix largement inférieure à ça. Et je pense que ça contribue à l'engouement pour nos services. Donc, pour donner juste un chiffre sur le suite Nickel, mais tous les autres auront des chiffres aussi de croissance à partager. Mais chez Nickel, en 2019, on ouvrait 30 000 comptes tous les mois. L'année dernière, on ouvre 50 000 comptes tous les mois. Donc, c'est des croissances qui sont quand même assez fortes, voire très fortes, et qui sont aussi portées par ce contexte, pour moi, de pression sur les ménages où chaque euro compte. Et pour autant, les gens veulent pas dégrader la qualité de service. Ils veulent vraiment un super service, notamment sur un produit aussi essentiel dans votre vie, quoi. Donc, voilà, je répondrai un peu par l'angle client sur ce sujet de contexte macroéconomique. Jérémy, un point de vue sur le contexte marché et les impacts éventuels sur les acteurs de ce marché? Alors moi, je vais prendre d'abord la casquette banquier maintenant, parce qu'on est une banque. Et ce qu'on peut observer, parce que
typiquement N26, mais beaucoup d'acteurs, on est né quand même dans une phase où les taux étaient extrêmement faibles. Donc, on a appris à essayer de devenir rentable, en tout cas à avoir une structure de coût qui était extrêmement lean par rapport à des acteurs traditionnels. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel environnement où on va avoir des nouvelles sources de revenus. Typiquement, maintenant, quand vous êtes une banque, donc vous avez les dépôts des clients, et ça devient une source de revenus qui est quand même assez significative. Typiquement, N26, on a plusieurs milliards de dépôts, même relatifs juste aux clients français. Donc, c'est des choses qui commencent à devenir importantes en termes de structure de revenus. Bien entendu, je pense que c'est là où tu vas voir aller. Il y a certains acteurs qui n'ont pas nécessairement passé le cut récemment. On a eu un petit peu de casse sur le marché, mais c'est aussi lié à leur structure. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement un établissement bancaire, c'est là où déjà ça commence à être un petit peu plus compliqué. Mais c'est aujourd'hui où on voit les bénéfices, typiquement, d'avoir sa propre licence bancaire et d'avoir les comptes dans son propre établissement. Aujourd'hui, on voit un véritable impact grâce à l'inflation et l'augmentation des taux. Alexandre, je vous vois hocher de la tête. Quel est votre point de vue? Je partage évidemment ce qui est dit sur à la fois le pouvoir d'achat pour aller continuer à recruter des clients. Et une fois qu'on les a, on a les dépôts qui nous permettent quand même de générer une nouvelle ligne de PNB qu'on n'avait pas les dernières années. Donc, on est tous plutôt contents sur ce point de vue-là. Il y a un autre point qui est important, c'est que dans cette période de crise, en tout cas d'instabilité, on a une certaine inquiétude des Français. Et on le voit très bien. Et donc, il y a quand même une réassurance. Donc, il ne faut pas laisser les banques traditionnelles sur le côté parce que les banques traditionnelles aussi sont là pour réassurer les clients. Je pense que ça, c'est aussi la force de certaines des banques digitales, c'est d'être affiliées à un grand groupe, ce qui permet aussi à la fois d'avoir l'offre pouvoir d'achat dont parlait Marie, mais également d'avoir une réassurance d'être affilié à un groupe stable et sur le territoire français. Donc, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on sent qu'il y a une appétence de nos clients. Stéphane, un point de vue complémentaire sur ce premier sujet? Non, mais moi, je pense que si je regardais un petit peu dans le rétroviseur et regardais un peu ce qui a marqué effectivement 2022, au-delà de tout ce qui a déjà été dit et avec des éléments avec lesquels je suis tout à fait aligné. Il y a également, pour moi, ce qui est important, c'est qu'une année 2022, c'est une première année sans Covid. On avait été, nous, très impactés sur les années 2020 et 2021. La deuxième chose, c'est effectivement la remontée des taux et qui, au-delà des aspects positifs sur finalement la valeur des dépôts, a aussi handicapé le marché, et notamment sur la partie crédit immobilier, qui était une activité importante pour nous, et qu'on a dû quasiment stopper net avec la problématique que tout le monde connaît bien sur le taux d'usure. Merci Ludivine, bienvenue. Je vous ai présenté tout à l'heure, donc vous êtes la directrice générale France de Conto, et la première question que je vous posais, c'était en quoi le ralentissement économique, les tensions inflationnistes auxquelles nous assistons depuis un an désormais, en quoi ces tensions ont-elles ou pas d'ailleurs rebattu le marché des néobanques, et je voulais avoir votre point de vue générique sur ce point, au même titre que Jérémy, Marie, Stéphane et Alexandre se sont exprimés à l'instant. D'accord. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée d'être en retard pour commencer. Merci de me recevoir. Peut-être avant de répondre à votre question en 2 mots pour être sûr que ce soit bien clair, au sujet de Conto, avant tout, on est un service à destination des pros et uniquement des pros. On ne travaille absolument pas avec des particuliers. Et la seconde chose à noter peut-être, c'est que Conto a vraiment été lancé en tant que compte pro. Et aujourd'hui, le service a beaucoup évolué. Donc, on a en fait une suite d'outils de gestion financière assez diverses maintenant, avec des solutions de comptabilité, pré-comptabilité, des solutions de facturation, une plateforme de financement, enfin, et des solutions de gestion des notes de frais et des dépenses en équipe. Donc, on a un service qui est assez large aujourd'hui, juste en termes d'intro pour restituer le contexte. Sinon, sur la partie contexte économique, j'ai envie de vous répondre de 2 manières différentes. La première, c'est que nous, on a un de nos gros segments de marché sur les créateurs d'entreprises. Et la création d'entreprises est restée extrêmement dynamique. Alors, on a fait une année record l'année dernière sur les créateurs d'entreprises en France avec un petit peu plus de
d'1 million de créations. Sur ce début de cette année, on voit un léger ralentissement. Néanmoins, il y a eu aussi le lancement du guichet unique, mais on perçoit quand même un certain dynamisme toujours présent sur les créations d'entreprises. Et la deuxième manière de vous répondre, c'est que nous, pour l'instant, on attend vraiment la fin du premier trimestre avant de se prononcer parce qu'on voit des différents types de signaux. On sait que les 2/3 de nos clients se considèrent comme préoccupés au regard de l'année 2023. On sait aussi que la moitié d'entre eux souhaitent continuer à investir et que la digitalisation reste un objectif majeur encore supérieur aux informations qu'on pouvait avoir, par exemple, l'année dernière. Très clair, merci. On reviendra bien sûr sur la nature des activités de Conto, mais N26, Nickel, Orange Bank et ma French Bank s'adressent principalement au marché, ou voire uniquement, bien sûr en fonction des cas, au marché grand public. Et donc la question que je voulais vous poser tour à tour, c'est comment vous faites pour les attirer d'une part et les fidéliser d'autre part. Marie, tu veux redémarrer ? Allez, je redémarre. Je me rends compte que je n'avais pas mis mon micro au mute, c'est un signe. Comment on fait pour aller chercher nos clients ? On a un modèle assez unique chez Nickel, c'est-à-dire qu'on allie des stratégies de néobanque avec des investissements publicitaires classiques, offline, c'est-à-dire à la télé, dans d'affichage, et un réseau de distribution physique qui est au plus proche de nos clients. Aujourd'hui, nous, en France, on a 7000 points de vente qui sont les buralistes, chez qui vous pouvez ouvrir un compte Nickel. Et dans tous les pays dans lesquels on est lancé ou on va se lancer, on a ce même modèle, c'est-à-dire on va avoir un réseau de distribution de points de vente physiques. Et ça change complètement la stratégie d'acquisition, puisque ça vous permet de toucher des gens qui ne sont pas facilement atteignables par les autres médias, et d'avoir aussi un coût d'acquisition largement inférieur à nos concurrents, ce qui va du coup être une des principales causes de la rentabilité, raison de la rentabilité de Nickel aujourd'hui, et ce depuis 2018. Donc ça, c'est pour expliquer un peu le modèle qui fait qu'on est un peu différent de certains autres acteurs qui sont purs digitaux ici. Mais comment on le fait du coup encore plus, parce que l'enjeu, c'est pas juste d'avoir un modèle et de se dire que ça marche. On le fait encore plus parce que déjà, il y a un bouche à oreille qui est gigantesque. La satisfaction vis-à-vis de notre service, et ça, je pense que c'est un point commun à tous les acteurs présents, elle est dingue. Et donc, le bouche à oreille est très, très puissant et efficace. Les gens se recommandent entre eux Nickel. Et plus vous avez de clients, du coup, plus vous en avez. Donc ça, c'est un effet boule de neige assez magique. Et puis, bien sûr, on innove et on essaie d'améliorer nos parcours, nos process, la couverture de notre réseau, l'animation de nos points de vente aussi. On va davantage... on est moins dans une phase de lancement de Nickel où on voulait absolument ouvrir des points de vente pour couvrir le territoire. Mais on est davantage aux côtés de nos points de vente justement pour qu'ils maîtrisent l'offre, qu'on les accompagne le mieux possible, qu'ils soient de réels promoteurs. Donc, il y a tout un tas de projets qui nous aident à être encore plus ambitieux en termes d'acquisition cette année que l'année dernière. Donc, le côté hybride, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques, me semble-t-il, de ma French Bank et d'Orange Bank. Exactement. Et donc, Alexandre, comment vous pouvez éventuellement aborder vos capacités d'attraction et de fidélisation de vos clients? Alors, je n'avais pas les chiffres de Nickel, mais on n'est pas très loin, puisque tu parlais, Marie, de 7000. Nous, on est à 7200 bureaux de poste sur l'ensemble du territoire. Ça nous permet d'avoir une acquisition entre 25 et 30 000 nouveaux clients tous les mois. Et je pense qu'il y a, c'est très complémentaire de notre offre digitale, puisqu'elle nous permet d'avoir un footprint et de démocratiser la banque digitale beaucoup plus que ce qui a été fait probablement dans les dernières années et ce que le digital donne accès. Et donc, on a par exemple un taux de pénétration qui est très important dans les territoires d'outre-mer, parce que la Poste et le réseau La Poste nous permet d'avoir une présence très forte sur ces territoires-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est la démocratisation de la banque. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une animation du réseau qui est quand même permanente. L'effet boule de neige dont parlait Marie, c'est quelque chose de réel. Néanmoins, un réseau, ça s'anime. Et donc, on a tout un
une stratégie d'animation de notre réseau de distribution. Et on a la chance de pouvoir le faire avec La Poste et que La Poste soit très réactive sur ce point-là. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'une fois que les clients sont là, il y a aussi toute une stratégie d'activation. On le sait tous, nos clients, voilà, on les recrute. Derrière, il est important d'avoir une animation du fonds de commerce dès le début de la relation, qui soit très importante. Et donc là, on travaille dès le jour 1 ou même le jour 0 du client pour pouvoir lui expliquer toutes les offres, tous les produits, tous les services qui vont être à sa disposition pour créer l'usage. Et c'est cet usage qui va créer l'effet boule de neige dont parlait Marie. Donc voilà, c'est vraiment animation de la distribution physique et animation du fonds de commerce pour créer l'usage. Stéphane, Orange Bank s'appuie naturellement sur le réseau Orange. Combien de clients proviennent justement des boutiques Orange en matière de recrutement? Nous, en fait, dans le modèle, on a à la fois, j'allais dire, effectivement, ce côté digital et boutique qui a été décrit par Nickel et ma French Bank. On a autre chose, c'est qu'en fait, on a des produits qui sont en adhérence forte avec le telco. On est courtier sur l'assurance mobile et à ce titre, du coup, ça nous permet d'étendre notre base de clientèle et ensuite de cross-seller ses clients sur des produits plus cœur de métier de la banque. Et puis, on a également un rôle important sur le financement de terminal mobile en France et surtout en Espagne, où on fait tous les financements de terminaux mobiles d'Orange. Et du coup, ça nous donne en fait des opportunités de cross-sell ensuite sur la clientèle. Ça, c'est sur les produits en forte adhérence avec le telco. Donc, c'est très volumique. Ensuite, avec des taux de cross-sell qui ne sont pas très élevés, mais qui suffisent à générer des volumes importants pour la banque. Et puis ensuite, on a un autre modèle qui est le modèle plus classique, j'allais dire, d'ouverture de compte, qui lui, effectivement, se passe et en boutique et en digital, avec 2 tiers en boutique, 1 tiers en digital, et qui vient d'être complété par l'entrée en relation qui est désormais possible sur le crédit conso. Avant, on équipait nos clients en crédit conso, uniquement nos clients. Et depuis le mois de septembre, en fait, on a ouvert le crédit conso aux prospects. Et donc, ça nous permet d'avoir un nouveau flux de clientèle. Jérémy ? Voilà sur le dispositif de distribution. Merci Stéphane. Jérémy, comment fait N26 qui est présent dans 24 pays pour attirer ses clients? Alors, forcément, on n'aime pas faire les choses comme les autres. Nous, on a même le problème contraire, c'est qu'on attire trop de clients, ce qui est une réalité. Donc, on a la majeure partie de nos clients qui viennent par le bouche à oreille. Aujourd'hui, on a des limitations. Donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on a été capable de freiner cette acquisition, parce que quand vous avez un service qui marche bien et que vous innovez, parce que je pense que c'est vraiment ça les 2 piliers pour attirer les nouveaux clients, forcément, ils arrivent. Donc, nous, on a plutôt dû freiner un petit peu pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, les 2 piliers, c'est vraiment l'innovation, parce que vous êtes obligé de vous différencier de vos compétiteurs. Peut-être un petit peu moins des personnes qui sont là dans ce groupe-là, parce que de toute façon, il y a quand même des segments qui sont assez différents. Mais vous êtes obligé d'innover. Typiquement, on a lancé l'accès aux crypto dans pas mal de pays en Europe, et il y en a d'autres qui arrivent prochainement. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment des choses où on a des équipes et on a la plateforme pour ça. Donc c'est ça qui nous permet de différencier. C'est la première chose. Et le deuxième pilier, c'est bien entendu l'expérience utilisateur au sens large. Ce n'est pas simplement d'avoir un bouton qui est joli, c'est d'être sûr d'avoir tous les process, toutes les opérations, toute l'expérience utilisateur end-to-end qui fait que ça fonctionne de l'ouverture du compte avec votre carte qui est envoyée le même jour de votre ouverture de compte à un service client qui est capable de répondre 7 jours sur 7 et de répondre de façon ultra effective à vos réponses, voire même d'éviter d'avoir le mieux, c'est quand même d'avoir le client qui n'a pas besoin d'appeler service client, mais donc vraiment avoir ces 2 piliers-là, c'est quand même assez clé si vous voulez recruter des clients maintenant et dans le futur d'ailleurs.
Merci Jérémy. Ludivine, ce matin, en me rendant à mon bureau, je n'ai pas échappé à la publicité Conto sur France Info. Je fais de nouveau la pub de la radio et de votre publicité, mais donc il est difficile d'y échapper. Donc alors, cette capacité d'attraction, comment se met-elle en place chez Conto? Il y a plusieurs éléments qui vont un peu faire écho à ce qu'ont pu dire mes collègues sur ce webinaire. On a nous aussi 3 piliers sur lesquels on s'appuie et le premier va regrouper un peu les 2 éléments mentionnés par Jérémy, à savoir l'innovation produit et l'expérience dans le produit, l'expérience digitale, puisque nous, on est sur un modèle 100% digital. Néanmoins, on a notre deuxième pilier qui est le service client, qui là, bien sûr, passe par des équipes qui sont, elles, bien réelles, que ce soit notre service client qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou aussi nos équipes de support à la vente. Nous avons aussi des équipes commerciales qui peuvent accompagner les clients avec des rôles de key account manager, et de suivi personnalisé de certains clients quand le besoin se fait sentir. Et notre troisième pilier, c'est la transparence tarifaire, c'est-à-dire qu'il est très simple pour nos clients de naviguer entre les différents services Conto et les différents plans qui vont accompagner ces différents services, puisque je vous le disais, aujourd'hui, on a différents types de produits et donc une gamme tarifaire un petit peu plus complète qu'au lancement. Néanmoins, on reste très transparent. Et en fait, tout ça participe au NPS. Le NPS fait que le bouche à oreille marche très, très bien et que l'acquisition de clients de manière directe marche très, très bien. Néanmoins, c'est vrai qu'on investit aussi beaucoup en marketing et en particulier en marketing autour de notre marque depuis maintenant environ 2 ans. Et donc, on a des campagnes qui tournent en ce moment. On fait aussi des événements. On est très présent dans l'écosystème, que ce soit à Paris ou en région. On essaye de faire connaître la marque Conto au maximum à l'échelle nationale. Il faut dire que vous avez levé quelque argent l'année dernière, qui permet en particulier, entre autres, je suppose, de financer toutes ces actions de promotion. Alors, effectivement, on a eu la chance de faire une levée de fonds l'année dernière, ce qui était, je pense, un bon moment de marché. L'environnement est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Néanmoins, moi, je suis directrice générale France. Et sur la France, on va atteindre la rentabilité d'ici quelques mois. On en est très proche. Cet argent a surtout servi à accélérer les développements produits. Encore une fois, par rapport à tous les services complémentaires qui viennent aujourd'hui s'ajouter autour du compte pro. On investit énormément, notamment l'argent de cette levée de fonds dans ce développement produit pour la France, mais aussi pour l'international. Et notre deuxième investissement majeur, c'est l'international, très clairement. On a fait l'acquisition l'année dernière de notre homologue allemand, du leader sur le marché allemand qui s'appelle Penta. On est aujourd'hui en phase d'intégration. Et on est aussi en train d'investir 100 millions sur nos marchés internationaux, que sont donc Italie, Espagne et Allemagne. On reviendra spécifiquement sur ces 2 sujets que vous avez évoqués à l'instant, à savoir la rentabilité et l'international. Et je voudrais donc vous poser cette question justement sur cette différenciation qui était peut-être assez marquée il y a quelques années, peut-être est-elle moins marquée aujourd'hui, mais en tout cas, comment vous y prenez pour lancer de nouveaux produits, innover et faire mieux que vos concurrents, qu'il s'agisse d'ailleurs des concurrents purs digitaux ou nouveau-nés, ou qu'il s'agisse également des acteurs historiques qui, entre guillemets, se donnent beaucoup de mal et ont des moyens également pour résister à cette déferlante. Je pense que c'est toujours à moi. Non, c'était une question, pardon, générique. Peut-être redonner la parole à Marie, par exemple. Attends, chez Angelo, c'est chacun son tour et toujours dans le même ordre de niveau. Non. C'est pas le cas. Et année après année, c'est toujours dans le même ordre. Ah bon? Ah ben t'as remarqué. Écoute, sur le produit, moi je trouve que c'est un vrai sujet très intéressant parce que le produit, c'est un univers sans fin, quoi. L'innovation, c'est un univers sans fin.
Et donc, bien sûr, là, Ludivine, de lier le sujet aux moyens. Moi, du coup, en le prenant par un autre bout, la façon dont on fait ça chez Nickel, c'est qu'on passe toutes nos idées au prisme des valeurs de l'entreprise qui sont à la fois hyper structurantes dans la culture interne, donc dans ce qui nous fédère tous pour développer l'entreprise, et ce qui est les valeurs de l'entreprise qui sont à la fois clés dans la proposition qu'on propose à nos clients. Donc, on en a 4, donc c'est assez simple, c'est pas un modèle très sophistiqué. Le premier, c'est la simplicité. Donc, on peut se dire, bon, bah, déjà, voilà, on veut faire des choses simples. Ça, c'est très compliqué dans notre univers et dans nos marchés régulés. Très vite, une idée elle devient une usine à gaz parce que beaucoup de réglementations vont s'imposer, beaucoup de sujets vont s'accumuler autour d'une idée simple. Mais ça, c'est un truc très important qu'on lâchera jamais. Le deuxième, c'est l'utilité. Donc, nous, on n'est pas parmi les acteurs, on va pas être ceux qui vont innover très en avance sur des sujets qui peuvent être hyper secondaires, voire anecdotiques, voire gadgets. On va essayer vraiment de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, nos clients en ont besoin? Et le meilleur exemple de ça, c'est que, par exemple, on a permis à nos clients d'encaisser des chèques. C'est très contre-intuitif quand on est une néobanque. Pour nous, c'était très fondamental. En France, même si le chèque est un moyen de paiement très fraudé et secondaire, c'est un moyen de paiement important dans le quotidien. Et comme on veut être le compte principal de nos clients, c'est très important. Le troisième sujet, la troisième valeur, c'est l'universalité. Ça aussi, c'est pas simple. Nickel, on parle, voilà, on est le compte pour tous. On veut proposer le même service à tout le monde. On a cette logique de démocratisation qui est au cœur même de l'idée initiale de l'entreprise. Et donc, plus on innove, plus il y a des questions qui peuvent être un peu compliquées sur ces sujets d'universalité. Donc ça, c'est pareil. On veut continuer à avoir une gamme de services la même pour tous. Et la dernière innovation qu'on a fait là-dessus, typiquement, c'est une innovation qu'on pourrait dire secondaire en termes d'opportunités commerciales, mais qui pour nous est super importante parce qu'elle est très, très attachée à cette valeur-là. On a lancé un projet avec Mastercard qui s'appelle TrueName, qui permet du coup à nos clients non binaires et ou transgenres de pouvoir choisir le prénom qui va être affiché sur leur carte. La carte de paiement, ça reste un moyen social, c'est un moyen que vous pouvez voir quand vous payez l'addition à vos copains, à vos amis, à vos proches. Et donc, vous avez envie qu'on vous appelle tel que vous êtes et pas tel que votre état civil le stipule quand vous êtes dans une situation où c'est pas la même identité sur les deux documents. Donc, voilà, ça, c'est une innovation qui va être très, très importante sur ce volet d'universalité. Et puis, la dernière, c'est la bienveillance. Et c'est une valeur qui est assez compliquée à promouvoir en termes de lancement de nouveaux projets, de nouveaux produits en fanfare autour d'une offre un peu packagée, mais elle est très importante. Et là, pour moi, la meilleure illustration, c'est l'envie de rester dans des mots du quotidien, de servir nos clients sans créer de distance entre eux et leur argent, avec simplicité et chaleur. Et donc, déjà, Ludivine et Jérémy ont parlé des services clients, des plateformes d'appel. C'est vrai que depuis le début de Nickel, nous, on a aussi ces plateformes d'appel qui sont très disponible et du coup assez sollicité par une partie de nos clients. Et c'est quelque chose qu'on a tout à fait intégré et qu'on accepte volontiers. On sait que tous nos clients ne seront pas autonomes sur nos outils digitaux, quand bien même nos parcours s'améliorent tous les jours et nos outils sont très performants. Et on essaye de vraiment être avec eux au quotidien sur nos services clients. Voilà un peu pour moi les 4 grands axes, si tu veux, chez Nickel qui vont structurer nos choix en termes d'innovation et de lancement de produits. Je suppose, Alexandre, que ces valeurs font écho à une banque citoyenne, comme la Banque Postale. Alors, évidemment, et nous, c'est un des premiers axes, c'est le tarif et la transparence de nos tarifs. On a une particularité par rapport à un certain nombre de nos camarades, c'est qu'on n'a pas d'offre gratuite. Une autre particularité, je crois qu'il y a une question en rapport avec ce que je vais dire, c'est qu'on a très peu de promotions et d'argent donné à l'entrée. En revanche, on a une grande transparence sur nos tarifs et il n'y a pas de frais cachés. Et ça, je pense que c'est finalement une innovation auprès de nos clients, c'est qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent et au fur et à mesure de leur mois, ils savent ce qu'ils vont devoir payer à ma French Bank. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je le souligne parce que c'est quand même une grande partie de nos charges, c'est qu'il faut que nos services, à tous les 5 ici, fonctionnent. Donc, on a quand même aussi une qualité de service à promouvoir
et à maintenir, qui est absolument clé dans nos services digitaux. Je pense qu'on est plutôt meilleur que les banques traditionnelles, mais on sait très bien que c'est un combat de tous les instants. Qualité de service, que ce soit de nos services digitaux, mais aussi, on en parlait, de nos services clients. On a un service client à Lille qui répond à nos clients, et aussi comme Marie, on a des clients qui ont besoin d'assistance, et donc on est là pour les aider. On a aussi un bot qui répond. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est il faut que ça marche et que la qualité de service soit au rendez-vous. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va driver nos offres d'innovation. C'est qu'on lancera un produit s'il est simple, si la tarification est compréhensible, et si jamais il marche et que la qualité de service sera certainement au rendez-vous. On a arrêté des produits qui étaient quasiment développés parce que la qualité de service n'était pas au rendez-vous ou que la complexité du parcours client était trop forte. Et puis le dernier, c'est en fait, on s'est mis dans une verticale de banque au quotidien, de banque de l'usage, et on essaie de se maintenir dans cette verticale et de pas s'éparpiller sur un certain nombre de fonctionnalités qui auraient deux impacts, enfin plutôt trois impacts. Un, ça coûte cher de développer des fonctionnalités, donc il faut qu'on soit certain que nos clients vont l'adopter. Deuxièmement, ça peut complexifier notre application, et c'est quand même la première vitrine de notre service. Et troisièmement, il y a un certain nombre de ces services qui ne génèrent pas de PNB, et on en parlera peut-être après, mais on est quand même aujourd'hui dans une période où la rentabilité est au cœur de nos questions. Et donc, cette verticale autour de la banque du quotidien est aussi un driver de notre innovation. Stéphane, le point de vue d'Orange Bank? Mais nous, moi, je partage ce qui a été dit, la satisfaction client, la simplicité des parcours. Enfin, on sait tous que faire simple, c'est très compliqué. Et je pense que c'est une des forces qu'on essaye de développer. Je pense qu'on est tous d'ailleurs rangés derrière le même objectif. Nous, par exemple, on a simplifié notre parcours d'enrôlement cette année et on a eu une performance, on a quasiment doublé en fait la performance de notre capacité d'enrôlement digital. Donc, on voit quand même que travailler les choses pour qu'elles soient les plus simples possibles en usage pour les clients, c'est ce qui crée aussi la satisfaction de nos clients et c'est ce qui est clé dans le dispositif. Orange Bank, c'est tellement simple, tellement mobile et tellement Orange. Et en fait, c'est exactement les trois éléments sur lesquels nous on travaille, c'est-à-dire avoir des offres qui soient les plus mobiles possibles, qui soient les plus simples possibles et qui soient les plus connectées à Orange, au travers notamment de ce qu'on a pu développer sur le cashback et tous les produits en adhérence forte avec le telco. Jérémy? Enfin, je pensais que je passerais après Marie. Donc, je pense que l'innovation, typiquement, ça fait partie de l'ADN d'N26 et surtout, je pense que ce qui est intéressant de voir à travers le temps, c'est qu'aujourd'hui, on est les leaders typiquement sur cette partie-là, notamment sur le marché français, mais sur d'autres marchés. On voit mécaniquement que lorsqu'on lance des produits ou des fonctionnalités, c'est repris plusieurs mois ou plusieurs années après par d'autres acteurs ou la plupart des acteurs. Je prends un exemple très concret. Il y a 4 ou 5 ans, on a lancé les cartes en métal. Progressivement, c'est arrivé chez la plupart des acteurs. Donc ça, c'est un exemple concret, mais je peux t'en citer une dizaine. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est les leaders et on sait qu'on va lancer quelque chose. En fait, progressivement, ça sera repris par les autres. Maintenant, quand je dis ça, c'est important de dire qu'il y a vraiment deux types d'approches, en tout cas deux types de projets. Il y a d'abord des projets qu'on pourrait presque qualifier de rupture, c'est-à-dire quand on est capable de lancer des innovations qui existent chez personne. Typiquement, chez N26, on a les espaces qui sont des sous-comptes. Il y a toute une infrastructure derrière pour le faire. Ça nous a pris des années, mais aujourd'hui, on sait que c'est typiquement, on est les seuls ou quasiment les seuls à avoir quelque chose où cette plateforme-là et ce sera très difficile pour les autres acteurs même de pouvoir s'en approcher. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et ça aussi, ça fait partie de l'ADN, au-delà d'être une banque, d'être une boîte de tech, c'est d'itérer. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, même sur des choses qui existent, à continuer à les améliorer, à continuer à les refaire systématiquement. Quand
On n'a pas encore utilisé le mot data-driven, mais aujourd'hui, le pendant de l'innovation, c'est aussi la data. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble des fonctionnalités, et je passe beaucoup de temps avec nos équipes produits et même nos équipes opérationnelles, on regarde comment les fonctionnalités ou comment les produits marchent grâce aux data, et on continue à améliorer. Ce n'est pas simplement on a lancé un produit, puis ça marche ou ça ne marche pas. Non, c'est on a regardé un produit, soit ça marche, et ben on va continuer à améliorer pour que ça marche encore plus. Soit on lance quelque chose, ça ne marche pas encore assez bien, et on va continuer à le développer pour avoir encore plus d'usage et le transformer. Aujourd'hui, le statu quo dans une boîte de tech, ou en tout cas quand on veut parler d'innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et sans vouloir te taquiner, Jérémy, vous n'avez pas été pionnier pour le lancement de l'offre de trading crypto, puisque je crois que vous ne l'avez lancé entre guillemets que l'année dernière, et après d'ailleurs Revolut, qui en publiant ces chiffres, vous les avez tous sans doute lus, a connu un boom exceptionnel au titre de cette activité, puisqu'ils ont fait x9 sur leur chiffre d'affaires au titre de cette partie, alors que l'activité carte ou l'activité abonnement ne croissait que de 50 à 56% sur l'année 2021 au regard de 2020. Donc, bon, des fois, vous êtes effectivement en avance de phase et des fois, vous êtes plus suiveur, si je puis me permettre. Alors non, la plupart du temps, on est leader. Après, dans ce cas-là, et c'est intéressant parce que typiquement, les cryptos, à l'époque, quand on en parlait il y a 4 ou 5 ans, on savait que c'était pas, à l'époque, c'était pas une demande des clients. Je pense que toutes les personnes, à la fois qui nous écoutent et qui sont dans ce panel, se rendent compte qu'il y a 5 ans, on savait très bien ce que c'était, on savait très bien comment le faire. Simplement, ça concernait une minorité des personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé plutôt de se concentrer typiquement sur des espaces, sur le crédit à la consommation, sur d'autres fonctionnalités plus du quotidien, parce que c'était des demandes concrètes des clients et on savait qu'il y avait une véritable appétence. Alors que quand on regardait les cryptos, il y a 5 ans, on savait que ça concernait peut-être 1% des Français en général, ou même des Européens, parce que ce constat n'était pas que en France, c'était sur l'ensemble des marchés. Très bien. Ludivine, l'innovation donc chez Conto, comment se concrétise-t-elle? Nous, pour l'innovation, on mise beaucoup sur la culture de travail et sur la proximité client. On a mis en place en fait beaucoup d'outils et d'infrastructures qui sont les mêmes dans toutes les équipes Conto et qui ont vocation à comprendre quels sont aujourd'hui les points de friction de nos clients et comment on peut leur faire gagner du temps. Donc, comme l'a dit Jérémy, parfois, ça va être améliorer des services existants et parfois, ça va être lancer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Si je prends des exemples assez récents de notre côté, avec la conjoncture économique sur la fin 2022, on a pu constater que le financement allait être un point clé et était un sujet de préoccupation pour une partie de nos clients. C'est la raison pour laquelle on a lancé la plateforme de financement il y a maintenant à peu près un mois avec donc 4 partenaires, on y reviendra peut-être. Et de la même manière, sur la partie gestion des dépenses, on a avant tout lancé une solution complètement digitalisée qui correspondait aux besoins de nos clients, de nos premiers clients, on va dire, peut-être les plus technophiles. Aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on grossit, on a 350 000 clients chez Conto. On se rend compte que les besoins sont un petit peu plus divers. Et c'est la raison pour laquelle, sur le sujet de la gestion des dépenses d'équipe, on va aussi lancer, on est en bêta actuellement, une solution de gestion des notes de frais plus traditionnelles, papier. Donc, c'est à la fois une innovation, puisque c'est un nouveau service, et aussi un petit peu une amélioration de ce qu'on a pu avoir, dans le sens où on veut répondre aux mêmes besoins, mais avec différentes solutions pour différents clients. Et justement, en termes de diversification de produits et de services, parce qu'effectivement, vous avez tous des dénominateurs communs en termes de gestion de compte, en termes de cartes de paiement plus ou moins étoffées, des cartes classiques aux cartes métal, un certain nombre de services d'assurance, d'assistance, de cashback. Comme dirait un acteur célèbre que je ne suis pas, what else? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez absolument proposer de plus pour engranger d'une part de nouveaux revenus et améliorer la stickiness vis-à-vis de vos clients. Est-ce que un jour ou l'autre, vous allez proposer, si je parle à Nickel,
de services crypto, du crédit, de l'épargne, ou vous allez rester sur votre core business, sur le sillon que vous savez très bien cultiver? Aujourd'hui, en fait, chez Nickel, on a une particularité, c'est que 60% de nos clients nous utilisent comme leur compte principal. Donc, on a déjà beaucoup de mouvements de paiement, cartes, virements, prélèvements. On est déjà très, très proche d'eux. La stratégie qu'on déroule, elle est faite d'arbitrage tous les jours et de choix et de décisions. Donc, forcément, on a toujours l'envie d'aller explorer des nouveaux sujets, mais on est très focalisé sur le paiement quand même et sur le compte courant. Je pense que c'est une des forces et une des colonnes vertébrales du modèle qui explique et notre efficacité collective dans l'organisation, dans l'exécution de ce qu'on fait, et aussi le succès commercial, parce que du coup, ça reste très lisible et compréhensible. Donc, dans le paiement, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, il y a 10 ans, tout le monde trouvait que c'était une simple commodité, le compte courant, le paiement. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de l'innovation dans tous les coins. Donc, nous, on travaille sur les sujets de paiement mobile. Il y a plein de sujets qui sont encore devant nous. Et donc, on est plutôt focalisé. Et donc, sur les autres sujets, il y a des sujets qu'on ne regardera pas. La crypto, par exemple, pour nous, c'est très éloigné du quotidien. Donc, c'est pas des sujets sur lesquels qu'on étudie et qu'on considère comme des opportunités pour Nickel. Il y a d'autres sujets que tu évoques, épargne, assurance, crédit, qui sont plus proches du compte courant, mais qui sont aujourd'hui pas des zones qu'on a défrichées, quoi. Donc, on s'interdit rien sur le moyen terme, mais sur le court terme, on est encore très, très focalisé sur le paiement. Côté MaFrenchBank, sur quel territoire êtes-vous et souhaitez-vous aller de plus en plus? Alors, on est sur des territoires autour, effectivement, de la banque au quotidien, du pouvoir d'achat. Donc, on a cette verticale qui nous permet d'avoir sur l'ensemble de la banque au quotidien, les paiements, le cashback, le transfert à l'international, les paiements à l'étranger gratuits. Ça, c'est une verticale qu'on va continuer à alimenter et qui, quand je parlais de ne pas s'éparpiller, va rester quand même notre ligne directrice. À côté de ça, on a deux axes sur lesquels on va accélérer et se développer. Le premier, c'est sur ce que disait Marie, les offres produits-services un peu connexes. Donc, on a du crédit à la consommation pour les clients MaFrenchBank. On a des assurances smartphone, des assurances habitation pour les jeunes, pour les mineurs et pour le grand public. Donc, on fait déjà ça. Crédit conso et assurance IARD. Et puis, le dernier axe sur lequel on va se développer, c'est que on est la banque digitale du groupe La Banque Postale. Donc, la largeur de gamme, elle est portée par notre maison mère, La Banque Postale, et on travaille justement à créer les bons ponts entre les offres que propose et distribue La Banque Postale et les clients de MaFrenchBank. Je vous en donne un qu'on ne va pas lancer dans les prochains mois, mais si un client MaFrenchBank veut faire un crédit immobilier, on sait que La Banque Postale est derrière et peut le faire. Il faut qu'on crée le bon parcours client, le bon tunnel qui permet aux clients d'aller depuis MaFrenchBank dans l'écosystème de La Banque Postale pour transformer ce client en bibancarisé. Parce qu'on sait finalement que le marché, et ça c'est un point qu'on aurait pu aborder dans la première partie, le marché est quand même beaucoup porté par les bibancarisations. Si on regarde sur les 10 dernières années, 50% des entrées en relation sont faites sur les banques digitales en brut. Je pense qu'en net, on est à loin de 100%. Dans les banques traditionnelles, un client part, un client rentre. Et l'augmentation du marché, elle est quasiment 100% portée par les banques digitales. Donc, il y a cette notion de bibancarisation qui est très importante. Et quand on est dans un groupe qui a une banque traditionnelle comme la Banque Postale, c'est absolument clé de pouvoir créer ces ponts entre l'un et l'autre, puisqu'un client qui est à la fois la Banque Postale et MaFrenchBank génère plus de revenus pour tout le monde et plus de satisfaction pour le client. Et donc, c'est vers cet axe-là qu'on va aller pour se différencier, y compris sur les fonctionnalités dont on parlait. Jérémy, tu veux rebondir sur ce point? D'abord, je ne parlerai peut-être pas de tunnel pour parler des clients. Peut-être qu'ils ont le droit aussi d'avoir un parcours plus éclairé. Jérémy, c'était d'un point de vue IT. Sinon, je parle de passerelle quand on parle de clients. Tu as les passerelles en haut, tu as des tunnels IT en dessous. Plus éclairé. Je pense que
l'environnement a réellement changé. C'est-à-dire que, bah oui, quand N26 et beaucoup d'acteurs sont nés, on était quand même dans un environnement où bah, les taux étaient extrêmement faibles, donc les produits bancaires en tant que tels n'étaient peut-être pas nécessairement une priorité. Et typiquement, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup concentré sur la banque du quotidien, sur toute la partie membership, donc comment est-ce qu'on est capable d'avoir les bonnes fonctionnalités, mais aussi les bonnes offres pour les comptes courants. Ce qu'on a pu voir, et je pense que vraiment le changement de taux, clairement, bah, c'est là où nous, on a vu qu'il y avait une opportunité. Donc, on a des équipes qui travaillent extrêmement dur, notamment bah, sur toute la partie bancaire. Hein, donc, c'est à la fois crédit, investissement. On était déjà sur le crédit, mais c'est des choses sur lesquelles on a avancé à notre rythme. On n'avait pas nécessairement l'envie et les moyens, d'ailleurs, d'avancer très fortement sur le crédit. Maintenant qu'on a des taux qui augmentent, oui, c'est des demandes, c'est un point nouveau sur lequel on est devenu beaucoup plus actif et sur lequel on aura des innovations qui vont arriver dans les prochains mois. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas aussi les choses qu'on faisait déjà avant. Hein. Comme je te disais, en fait, il y a encore beaucoup de choses où il faut qu'on innove. Et même les offres qu'on a, elles sont, on voit avec à la fois les changements dans les attentes des clients, mais aussi dans le positionnement du marché, on est obligé aussi d'ajuster nos offres. Donc, même sur des produits existants, c'est aussi un travail qu'on fait régulièrement et qu'on est amené à refaire progressivement parce que bah, mécaniquement, les gens voyagent peut-être un petit peu moins depuis le Covid, parce qu'ils ont des attentes un petit peu différentes de leur banque, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les deux pans qu'on est obligé de faire, c'est remettre à la fois au goût du jour, en tout cas systématiquement, updater un petit peu nos offres, mais à côté de ça, bah oui, la partie bancaire, crédit, investissement au sens large, hein, il y a beaucoup d'opportunités en termes de revenus et en termes d'attente en termes des clients. Stéphane, le crédit, c'est un des fers de lance du développement commercial d'Orange Bank aujourd'hui? En tout cas, c'est sûr que nous, on pense que la largeur de l'offre, elle est clé parce qu'elle est à la fois un facteur de fidélisation, d'activité, et à ce titre, j'allais dire une offre large est pour nous sans doute essentielle. En plus d'être, j'allais dire, best in class, bien évidemment, sur l'expérience client, sur la satisfaction client et autres. Après, je ne sais pas si on ira sur tout. Tu as beaucoup parlé du trading crypto. Bon, on voit que certains acteurs ont fait de gros revenus, mais qu'ils ont un peu de mal à les tracer, si j'ai bien compris. Je pense qu'on restera sur des choses qui ne nous emmèneraient pas dans des situations complexes. Et bien évidemment, le crédit, c'est un point important parce que le crédit, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une clientèle structurellement fidèle, puisque sur la durée du crédit est minima. Et à ce titre, c'est quelque chose d'intéressant qu'on construit pour Orange, mais également pour Groupama, puisqu'on opère le crédit conso de Groupama sur la même plateforme, mais avec des marques différentes. Ce qu'on a fait également en 2023 sur l'offre de Banco Quotidien, puisqu'on a refondu l'offre de Banco Quotidien de Groupama sur le modèle de l'offre Orange Bank. En fait, c'est la même app, mais d'une autre couleur. Donc, c'est ce qui nous permet d'être aujourd'hui multimarque. Et à ce titre, c'est une expérience assez intéressante. Merci Stéphane. Ludivine, vous évoquiez la nouvelle offre de financement que vous avez lancée il y a peu de temps avec 4 partenaires. Et vous avez également un compte à terme, un compte titre, un compte crypto en partenariat avec CoinHouse. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur votre site ce matin. Cette tentation, cette volonté de diversification, par quoi est-elle drivée? Alors, de manière assez similaire à l'innovation, ça part là aussi de besoins de clients, de remontées clients. La question qu'on se pose régulièrement, c'est comment on peut leur faire gagner du temps. Et ensuite, en termes de solutions, la question qu'on se pose systématiquement, c'est quelle est pour nous, de notre côté, la manière la plus simple et la plus rapide de mettre en place la bonne expérience client.
Donc, est-ce que c'est de le développer en interne ou est-ce que c'est à travers des partenariats? Et sur tous les sujets que vous avez mentionnés, on a décidé de faire des partenariats. Sur la plateforme de financement, on travaille avec 4 partenaires à l'heure actuelle. Donc, October, qui est notre partenaire historique, De facto, Silver et Carmen, qui sont un peu plus sur les 2 derniers étant un peu plus sur du revenue-based financing. Et pour nous, là, tout l'enjeu, ça a été l'intégration avec ces partenaires. Comment fluidifier et simplifier le service au maximum. Donc, en fait, tout est accessible dans l'environnement Conto. Tous les documents qui peuvent être transmis sans aucune action de la part de nos clients le sont. Ce qui fait que l'expérience est extrêmement fluide, extrêmement rapide. En quelques clics, nos clients savent combien ils peuvent emprunter chez chacun de ces acteurs. Les montants vont de 500 € à 20 millions. À quel taux? Si je ne dis pas de bêtises, les taux vont de 0,05%, je crois, par jour à 12% par an. Et tout ceci est accessible dans l'environnement Conto. Et ça a été pour nous le plus gros accent qu'on a mis sur le développement de ce projet, c'était l'expérience client, le choix des partenaires et l'expérience client. Et sur les autres sujets que vous avez mentionnés, on travaille de la même manière avec des partenaires et une expérience intégrée. En tout cas, sur les livrets. Néanmoins, on a mis encore beaucoup plus l'accent sur la plateforme de financement, sur l'expérience client. Aussi, je pense parce que ça correspond à une maturité de la société et un besoin client plus grand. Alors que lorsqu'on a fait nos premiers partenariats sur les comptes à terme, sur les comptes crypto, c'était déjà il y a un peu plus d'1 an. On était sur un besoin client beaucoup moins important. Là, aujourd'hui, la plateforme de financement, 80% de notre base client est éligible. C'est déjà un énorme succès d'usage. On a énormément de clients qui font appel pour des montants divers et variés, parfois très petits, parfois très grands. Mais c'est un véritable succès d'usage et on voit que ça correspondait à un vrai besoin client. Alors, vous évoquiez précédemment, c'est un vous collectif, les objectifs ou les exigences désormais de rentabilité, et on a vu disparaître un certain nombre d'acteurs justement faute de carburant, faute de résultats. Hein. Autant on a vu fleurir beaucoup de nouveau-nés, mais on a vu également partir un certain nombre d'acteurs. En France, sans les blâmer, bien évidemment, l'année dernière, Omax, Vibe et Prismea, la filiale du Crédit du Nord, ont décidé d'arrêter les frais, si je puis me permettre l'expression. Donc, pour des acteurs agissant avec l'argent de vos clients, comment faire en sorte d'être rentable pour ceux qui le sont et surtout, comment l'être demain face à cette exigence désormais impérieuse. Je profite de l'occasion effectivement pour remercier donc les auditeurs ou téléspectateurs, je ne sais comment le dire, de poser vos questions. J'essaye de les prendre au fur et à mesure, mais je crois que le sujet de la rentabilité est un sujet qui est important pour tout le monde. Je laisse le premier ou la première prendre la parole, évidemment. Marie ? Allez, je le fais parce qu'on était les premiers à être rentables. Tadam! Bravo! Non, mais je pense que c'est effectivement un sujet maintenant qui est vraiment au cœur de toutes nos réflexions, de tous les comités de direction de chacune de ces structures-là. Nickel est rentable depuis fin 2018, et je pense avec 2 raisons principales. La première qui a déjà été évoquée ici, c'est que l'offre a toujours été payante chez Nickel. D'ailleurs, elle a toujours été payante parce qu'on considère que le compte courant, ça a une vraie valeur, c'est un vrai service et c'est important de le faire payer à nos clients. Et ce prix n'a d'ailleurs pas bougé dans le temps, ce qui est assez dingue en 9 ans de l'histoire, quand on connaît l'histoire des tarifs, les hausses régulières des tarifs dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs. Donc ça, c'est une première raison à la rentabilité. Une deuxième raison à cette rentabilité, je l'avais évoqué sur la première question sur l'acquisition client, c'est le fait que on a un modèle d'acquisition qui est sur 2 jambes, le digital et un réseau de distribution physique, qui permet d'avoir des coûts d'acquisition très bas. Et donc avec ces 2 éléments, des coûts d'acquisition et puis même des coûts de servicing, puisque après on a un réseau avec un coût variable. Typiquement, les buralistes sont des commerçants qui sont déjà implantés dans les territoires, et donc nous, on leur paye des commissions variables, mais on n'a pas tous les coûts fixes associés à un réseau. Donc forcément, ça change complètement la structure du modèle économique. Maintenant, quand on dit ça,
la rentabilité, ça reste un sujet permanent de travail. Donc, on est rentable depuis 2018, mais pour nous, sur des marchés matures comme la France, c'est notre gros marché où on commence à avoir une taille structurante. L'efficacité de nos services, à être sûr que ces marchés sont de plus en plus rentables, c'est quelque chose d'important parce que c'est ça qui nous permet d'investir en produits, d'investir dans la qualité de service et d'investir dans notre développement international. Aujourd'hui, c'est ça le modèle qu'on a avec le groupe et donc toute notre rentabilité, on peut la réinvestir. Donc forcément, c'est un sujet. C'est pas juste le fait d'être à zéro qui importe. Je pense l'exigence, elle est autant dans les sujets de développement que dans les sujets d'efficacité opérationnelle sur des processus plus matures de l'organisation, quoi. Donc voilà, ça c'est pour parler de nickel. Et puis pour parler du marché, c'est sûr qu'on voit bien. Là, chacun des acteurs va s'exprimer et d'autres acteurs qui sont pas présents, ça reste, je pense, un des sujets principaux de leur stratégie 2023 pour pouvoir vraiment savoir si ça va marcher ou si ça va être la fin de l'histoire parce que les marchés de financement sont difficiles en ce moment. C'est pas les mêmes contextes et donc forcément, ça va être de plus en plus exigeant sur cet aspect-là. Cette exigence, lorsqu'on les filiales d'un groupe justement bancaire ou télécom, comment est-elle vécue, Alexandre? C'est évidemment un sujet qui devient beaucoup plus visible, mais je peux vous dire que quand on dirige une banque, il l'a toujours été. On est dans un marché particulier et je trouve que c'est très bien qu'on parle de ce problème de rentabilité des banques digitales. C'est un réel sujet, surtout dans un marché des banques de détail qui est quand même complexe. Donc, il y a plusieurs actions qui sont mises en œuvre. La première, déjà, c'est que le fait qu'on en parle ne change pas le modèle de base que l'on avait tous et en tout cas sur lequel on va continuer de travailler, qui est le coût d'acquisition faible, comme disait Marie, la scalabilité du modèle et le modèle opérationnel qui permet quand même de servir plus de clients avec un modèle opérationnel très efficient, l'augmentation du taux de l'usage qui va permettre d'améliorer à la fois la satisfaction client et puis le PNB par client et par an supérieur. Et nous, ça ne remet pas en cause une décision qui a été très bonne et je remercie les personnes qui l'ont prise il y a quelques années. Ce n'était pas moi, c'était de ne pas avoir de gratuité. Et donc nous, nos clients payent leurs cotisations, que ce soit WeStart pour les mineurs 2 €, le compte original pour 2,90 € ou le compte premium idéal pour 6,90 €. Donc ça ne change pas le modèle de base qui est scalabilité du modèle, bon modèle opérationnel, coût d'acquisition maîtrisé, développement de l'usage. Néanmoins, il y a deux choses qui changent avec le contexte actuel. La première, c'est l'augmentation des taux, on en a déjà parlé. Et la deuxième, vu que cet objectif de rentabilité s'accélère pour les groupes, en particulier la Banque Postale, on a ces travaux de rapprochement avec la Banque Postale. Comment est-ce qu'on peut profiter des offres, produits, services de la Banque Postale pour mieux servir les clients de ma French Bank et inversement, cet axe bibancarisation. Et je pense que c'est un vrai axe stratégique de travail pour ma French Bank actuellement pour accélérer le point mort de ma French Bank. Donc voilà, un peu, ça ne change pas de modèle de base. En revanche, ça accélère les exigences. Et quand on est dans un grand groupe, le fait de profiter de l'écosystème du grand groupe va nous permettre d'accélérer. Stéphane, tu as également cette pression, si je puis me permettre l'expression? Oui, moi bon, d'abord, il faut quand même comprendre que le métier de banquier, c'est quand même un métier de stock. Et donc, il faut engranger un certain historique avant d'atteindre une certaine rentabilité. C'est un métier de stock et de taille. Et donc, je pense que ce qui est commun à tous, c'est cela. C'est-à-dire qu'il faut engranger une certaine histoire pour pouvoir accumuler un certain stock de clientèle et qui chacun aura son histoire et aura du coup pu rentrer dans une phase de rentabilité. Juste, par exemple, sur Orange Bank, 2022, c'est la première année pour laquelle le PNB fait sous marque Orange Bank a dépassé le PNB sous la marque Groupama Bank, si je puis dire. Voilà, sachant qu'on a plutôt des activités qui sont
en déclin côté Groupama Banque, puisqu'on a fermé un certain nombre de métiers qui étaient pratiqués, et que de l'autre côté, on a des revenus côté Orange Bank qui, eux, croissent plutôt de l'ordre de 50% par an. Donc, j'allais dire, c'est normalement à partir de cette année qu'on va retrouver une croissance du PNB de la banque qui, au fur et à mesure, va être en s'accélérant du fait de cette dilution de la partie Groupama Banque. Alors, je ne peux pas naturellement ne pas évoquer la stratégie d'Orange à l'encontre d'Orange Bank, puisque c'est aussi une des questions posées par les auditeurs. Quid du futur d'Orange Bank? Eh ben, c'est un peu tôt pour dire. On sait que le groupe Orange a annoncé un plan stratégique qui est plutôt un plan de recentrage sur ses activités cœur. À ce titre, il souhaite finalement trouver un partenaire financier pour pouvoir accompagner le développement d'Orange Bank. Et donc, la recherche est en cours et j'espère qu'on pourra bientôt communiquer sur le sujet. Très bien, merci Stéphane. Jérémy, donc N26, donc valorisé, si ma mémoire est bonne, autour des 9 milliards d'euros, c'est ça, lors de votre dernière levée de fonds, et je suppose que vos investisseurs aimeraient bien retrouver leur mise. Et donc, comment vous vous y prenez pour les satisfaire? Comme tous les investisseurs, d'abord, je pense que c'est intéressant de préciser qu'N26 est rentable en France depuis maintenant 3 ans. Donc, c'est un des marchés les plus matures, mais on voit les mêmes développements dans les différents marchés. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Mécaniquement aussi, pas nécessairement à cause de la valorisation, mais aussi de fait de son histoire et de sa maturité, c'est normal. Au-delà des financements extérieurs, c'est normal pour N26 d'arriver dans une phase où les attentes des investisseurs, c'est maintenant des attentes de rentabilité. Au début, c'était de la croissance, du développement international. Aujourd'hui, comme n'importe quelle série E de start-up, c'est normal d'arriver dans une phase de rentabilité. Donc ça, c'est des choses qui sont en plus accélérées maintenant avec l'environnement économique. Après, on a eu la chance de lever de l'argent juste au moment où les valorisations étaient plus élevées, avant que le marché se resserre en termes de financement. Après, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, on a vraiment 2 avantages, mais qui sont assez clés quand on veut comprendre un petit peu le marché des fintechs en général. D'abord, c'est d'atteindre la taille critique, parce que je pense que tout le monde, de façon liminaire, en parle, mais le vrai sujet, c'est d'atteindre une taille critique, parce que, et on parle de millions de clients aujourd'hui quand on est dans la fintech. Si vous voulez commencer à être rentable, la réalité, c'est qu'en dessous d'1 ou 2 millions de clients, c'est extrêmement compliqué d'être rentable, ou vous êtes vraiment sur un marché niche, au sens large, c'est pas péjoratif, mais vous avez trouvé un segment de clients qui est extrêmement rentable. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément qui est assez clé aussi, c'est d'avoir sa propre licence bancaire et surtout d'avoir ses comptes chez soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des fintechs et ceux que tu as cités, et je pense que les personnes aussi ici, on entend parler aussi beaucoup de dossiers de M&A, donc on nous propose aussi beaucoup de dossiers avant que ça finisse mal. Le point commun de la plupart de ces dossiers, c'est aussi des acteurs qui n'étaient pas indépendants, donc qui ont besoin de passer par un acteur tiers de banque as a service. Et ça, en termes de modèle économique, c'est déjà extrêmement compliqué, parce que ça veut dire que vous lui laissez sur la table quasiment la moitié de vos revenus, pour faire simple et pour simplifier. Et au-delà de ça, maintenant, quand il y a un rehaussement des taux, mécaniquement, en plus, vous n'avez pas la ligne de revenus qui va avec les dépôts. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment les 2 points à comprendre. C'est à la fois la taille critique, mais au-delà de ça, c'est quel est votre modèle structurel réglementaire. Parce que si vous êtes indépendant, c'est coûteux, parce que j'ai vu aussi des questions, comment est-ce qu'on fait d'un point de vue réglementaire. On travaille beaucoup et c'est extrêmement coûteux, mais c'est un véritable avantage en termes de revenus et de rentabilité à moyen et à long terme quand vous alignez les planètes. Et dès lors, cet objectif de rentabilité, N26, c'est pour quand? Le plus rapidement possible. On travaille tous très dur tous les jours. C'est une priorité. Après, on a aussi l'avantage quand même d'avoir des investisseurs de long terme. Donc là-dessus, c'est des investisseurs qui nous ont systématiquement accompagnés. Donc on n'a pas le couteau sous la gorge. On est extrêmement bien financé. Donc ça, c'est pas une problématique. Néanmoins, aujourd'hui, c'est normal de se poser la question et d'avoir comme
pas comme driver principal, mais en tout cas vraiment comme élément clé qu'on prend en compte dans chacune de nos décisions stratégiques. La rentabilité, c'est extrêmement clé dans les mois et dans les années à venir. Ludivine Cocorico également à Conto, bien entendu, puisque vous êtes une très très belle licorne, hein, et une des premières en Europe avec une valorisation qui frise les 5 milliards d'euros. Et vous évoquiez précédemment que cette année, vous prévoyez d'être rentable. Donc, à quoi est dû cet enthousiasme ou cette perspective ? La perspective de rentabilité sur la France est quelque chose qui était anticipé depuis longtemps. Bien avant la dernière levée de fonds, ça a toujours été un objectif. Un objectif ambitieux, puisqu'on va avoir 6 ans d'existence. Néanmoins, c'est vrai que c'est là où on en est aujourd'hui. On sera rentable sur le marché français d'ici quelques mois. Je pense que c'est possible grâce à 2 choses. La première chose, c'est effectivement, très similaire à ce qu'a expliqué Marie, c'est la machine d'acquisition qui fonctionne plutôt bien. J'en ai déjà parlé. Nous, on a 3 piliers qui sont les mêmes depuis le lancement de Conto et qui fonctionnent bien et qui nous permettent d'avoir une certaine sérénité par rapport à notre modèle d'acquisition. On sait ce qu'on doit faire. On essaie juste de le faire un petit peu mieux chaque jour. Et le deuxième volet, c'est l'excellence opérationnelle. Comment on fait mieux, plus vite, avec moins de monde, tout en ajoutant des services complémentaires. Et au niveau du groupe, vous serez également rentable en 2023 ? Je n'ai pas l'information au niveau groupe. Je ne peux que parler de la France. Il y a un axe également, je pense, assez sensible qui s'accélère malheureusement ou heureusement. On verra ce que l'avenir nous réservera puisqu'on nous promet de prendre un mur dans les années à venir. Je fais référence bien sûr au contexte environnemental et cette fibre verte, elle s'invite bien sûr dans le domaine des services bancaires et financiers. Et donc, je voulais vous poser la question suivante. Que faites-vous, le cas échéant, sur cet aspect-là? Est-ce que vos clients vous demandent des choses singulières et est-ce que c'est aujourd'hui aussi partie intégrante, forte de vos objectifs? Je ne mets pas d'ordre, hein. Celui qui prend la parole en premier la prend. Je veux bien l'apprendre, mais j'ai éteint ma caméra sans faire exprès. C'est évidemment clé pour ma French Bank, filiale à 100% de la Banque Postale. On est banque et citoyenne. Donc, on a 2 axes qui me paraissent absolument clés. Au-delà du climat, qui est évidemment un point important, c'est que déjà, on est la banque pour tous, donc on n'a pas de conditions de revenus. On a une transparence totale des tarifs. Et ça fait partie de l'ADN de la Banque Postale, d'être la banque de tous. Et ma French Bank en est une nouvelle illustration. Après, sur la transition écologique, on s'inscrit totalement dans l'entreprise à mission qu'est la Banque Postale, avec un axe très fort sur la transition juste. On est parmi, voire la banque la plus verte, la banque traditionnelle la plus verte au monde. On a été les premiers à annoncer la fin du financement du pétrole et du gaz dès 2030. On a été les premiers à avoir 100% de nos fonds ISR il y a déjà maintenant 3 ans. Donc pour nous, c'est non seulement clé en tant que banque citoyenne, mais c'est clé d'onboarder nos clients dans cette démarche autour de la transition juste. Et donc on fournit énormément de services à nos clients pour les aider à eux aussi rentrer dans cette transition. On a fait un partenariat et on a même mis un petit peu d'argent dans la start-up Carbo qui permet à partir des données bancaires de mesurer votre empreinte carbone et de vous aider à mieux gérer votre empreinte carbone annuelle. Et puis, sur ma French Bank, on a sur l'offre idéale, sur le compte idéal, qui est notre offre premium, on a 2 partenariats avec Break Poverty qui permet d'anticiper le fait de tomber dans la pauvreté.
Et donc, on a un partenariat avec eux et qui est assez important. Et les clients peuvent choisir une carte brandée au nom de cette association. Et la deuxième association, c'est Good Planet, pour aussi promouvoir toute cette transition juste. Et donc, l'idée, c'est de porter cette transition dans notre discours, dans nos actions, dans nos offres, dans nos services, et de mettre les clients à l'intérieur de cette transition pour que ce soit une démarche complémentaire et commune. Merci. D'autres avis sur ce sujet? Oui, ben, je vais prendre la parole sur le sujet. Nous, on a été très contents de ce qu'on a fait sur l'offre à destination des familles, qui nous semble aller dans ce sens-là de donner des moyens aux parents d'avoir des outils pour l'éducation financière de leurs enfants, avec beaucoup de satisfaction de la part de nos clients qui utilisent ce service. Sur la partie plus environnementale, on va lancer un prêt pour financer des achats ou des investissements verts en 2023, et on lancera du coup une épargne verte bilancielle en 2024 avec quelque chose de très traçable, puisque ce sera que de l'interne, donc ce sera que sur le bilan de la banque. Donc on aura d'un côté les prêts tracés et de l'autre l'épargne qu'on proposera à destination de l'ensemble de nos clients. Super. Marie, Jérémy, Ludivine, sur cette thématique? Oui, moi je vais faire assez court. Ah, vas-y, Jérémy. Ouais, c'est pour dire que c'est difficile de verdir plus une banque qui est entièrement digitale. Objectivement, on n'a même pas d'imprimante. C'est-à-dire que concrètement, la seule chose qu'on envoie, c'est la carte quand les clients veulent une carte, hein, parce qu'on est capable de leur faire un compte 100% digital. Donc, on n'a pas d'imprimante. On a vraiment très peu de... C'est objectivement, d'un point de vue verdissement, parce que c'est un générique gouvernemental, c'est quand même extrêmement compliqué d'aller plus loin que ça. Néanmoins, et on essaye d'encourager, on a quand même créé aussi une mécanique de don dans l'application. Donc, on a quand même sélectionné des organisations, notamment pour la préservation des océans. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on est capable de faire, même si... donc, c'est aller au-delà même de ce qui pourrait être notre scope, dans cette chose-là. Après, dans l'accompagnement au sens large des clients, bien entendu, on accepte tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est en termes d'éducation, parce que je pense que ça, c'est un sujet qui est quand même assez clé. Il y a une question de transparence, de simplicité. C'est des choses qu'on a déjà discuté, mais comment est-ce qu'on peut faire les choses simplement et expliciter simplement les choses pour les clients? Parce qu'aujourd'hui, on a des clients, leur problématique, c'est simplement comment est-ce qu'ils vont gérer leur budget pendant le mois. Donc ça a beaucoup plus d'impact dans la vie de tout le monde et dans la vie de tous les jours que des grandes initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le sujet, c'est un sujet du quotidien pour tout le monde. Très bien. Oui, peut-être en complément pour Nickel, le sujet de notre empreinte carbone et nous, en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'on fait? C'est un sujet qu'on a donné à quelques collaborateurs. Il se trouve qu'ils sont nombreux à être très engagés, très sensibles et du coup très consciencieux dans comment ils veulent nous faire progresser, nous, Nickel, en tant qu'organisation. Et par exemple, je crois qu'en 3-4 mois, on a eu plus de 200 collaborateurs qui avaient fait la fresque du climat. Donc, il y a plein d'actions comme ça de sensibilisation qui émergent, qui sont à l'initiative de collaborateurs, qui fait qu'il y a un vrai foisonnement autour de ce sujet-là pour essayer d'améliorer l'empreinte carbone de Nickel. On va la mesurer, on change nos systèmes de tri, on les sophistique de plus en plus, ça pose des questions justement de qualité du tri. Enfin, donc, c'est des problèmes très concret, je dirais, dû à la vie sur nos sites et la vie de l'organisation. Et je pense que de le faire par des collaborateurs engagés, ça donne une vraie dynamique dans la durée et il y a un esprit d'initiative qui est très contagieux. En tout cas, ça embarque pas mal d'équipes et ça marche bien. Après, en termes de produits, c'est vrai que nous, sur les sujets RSE, on est plutôt sur le S de social, de comment on
on propose le même service à tout le monde, comment on arrive à apporter la meilleure qualité de service sans discrimination. Donc là, il y a plein de sujets produits. J'ai parlé de TrueName. On a mis des encoches sur nos cartes pour les malvoyants. On travaille à intégrer énormément les personnes qui sont en intégration sur le territoire, donc qui n'ont pas de titre d'identité français. On travaille avec les interdits bancaires, bien sûr. Donc ça, c'est des sujets qui sont au cœur de la proposition de Nickel, qui sont moins sur des sujets d'écologie, mais plus sur des sujets sociaux. Mais on pense que c'est vraiment là le rôle clé qu'on a à jouer, notamment autour des sujets de paiement, quoi. Ludivine, je vous cède la parole. Nous, chez Conto, on a regroupé le sujet sous le terme impact. Donc, c'est quelle est notre stratégie d'impact. Et on a deux piliers là aussi qui sont durabilité et diversité. D'un point de vue de durabilité, on a effectivement fait beaucoup de choses sur l'interne. On est aussi une banque digitale. On travaille aussi sur l'accessibilité de notre service au grand nombre. Aujourd'hui, on voudrait aller un petit peu plus loin cette année. Donc, on travaille sur notre plan d'action pour aider nos clients à s'inscrire eux aussi dans ces sujets de durabilité et sortir un peu de l'écosystème Conto sur lequel on travaille par exemple avec Greenly. Et on a le sujet diversité qui nous tient beaucoup à cœur aussi, en particulier sur la place des femmes dans la tech. Donc là aussi, chez Conto, on a énormément de mesures qui sont mises en place. Moi, j'ai la chance dans mes équipes d'avoir la parité absolue. Au niveau de Conto, c'est 43% de femmes, par exemple. Et on travaille aussi là en externe dans l'accompagnement des femmes à travers des associations comme Beacon Tech ou Discover Tech, ou aussi autour de la création d'entreprises. On essaye d'accompagner et d'avoir un petit peu plus de présence autour de la création d'entreprises au féminin, qui augmente énormément d'ailleurs. Il y a effectivement différentes façons d'être vert ou vertueux pour le bien social et environnemental. Et je profite de l'occasion pour rappeler que effectivement le marché des néobanques n'échappe pas à cette tendance, avec l'apparition de néobanques qui à 100% se focalisent sur ce credo et ce créneau. Et en France, il s'agit en particulier de Niwan, de Gringot et de Helios, en espérant ne pas en oublier d'autres, mais c'est vrai que c'est un fondamental qui va aller crescendo. On évoquait également l'international précédemment, et donc je voulais là aussi savoir comment vous orchestrez votre développement international entre implantation ex nihilo en Europe ou ailleurs, rachat de sociétés ou capitalisation d'une présence historique, si je pense en particulier à Orange Bank, qui pour évoquer la saga à l'international, peut-être Nickel, qui en est à son 4e pays. Avec plaisir. C'est vrai que nous, notre développement international, c'est quelque chose qu'on s'est fixé en 2019. Donc l'entreprise avait 4 ans et 4-5 ans. Et elle était française, elle avait été pensée pour être française. Mais vu face au succès et côté très unique du modèle, on s'est dit qu'il fallait aller conquérir l'Europe. Donc aujourd'hui, on a une ambition qui est européenne et qu'on veut faire en organique uniquement. Donc on est en train de se développer en répliquant le modèle à l'identique. Et donc c'est un modèle qui, donc grâce à la réglementation européenne, on arrive à avoir un marché, disons, accessible qui est quand même assez simple. Donc on passeporte notre licence en libre établissement de service, qui nous permet de proposer des IBAN, des RIB dans chacun des pays locaux pour une meilleure acceptabilité, avec la volonté derrière pour nous d'être le compte principal des clients dans chacun des pays. Et il y a deux aspects très importants dans l'offre. Donc c'est d'être une offre locale, d'avoir une marque locale. Nickel, c'est aussi une marque très forte, puissante, militante, un peu impertinente dans un langage du quotidien. Ça, c'est quelque chose qu'on veut dupliquer dans chacun des pays, puisqu'on est convaincu que le paiement, c'est un marché assez local. Les habitudes de paiement peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Et donc, d'associer ça à un réseau de distribution local aussi. En Espagne, on travaille avec des loteries et des buralistes. En Espagne, en Portugal, on travaille avec des commerçants locaux, un peu de tout type.
En Belgique, on travaille avec des libraires presse. Et puis en Allemagne, on est en train de développer notre réseau pour notre lancement prochain à l'été avec des lotos aussi. Donc des points de vente, des commerçants qui distribuent la loterie qui est organisée par Land dans le pays. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a 2 grands axes chez nous. C'est 1, l'organique, 2, avec une duplication du modèle France avec certaines adaptations. Les réglementations ne sont jamais vraiment les mêmes et il y a toujours aussi des habitudes clients qui nécessitent certaines adaptations. Et 3, un vrai focus sur le local et ce qui nous amène à avoir des équipes locales. Là, on a une 50aine de personnes à Madrid. Aujourd'hui, on a déjà une 20aine de personnes à Berlin pour vraiment pouvoir s'assurer de cette localisation de notre modèle économique, de notre proposition de valeur et d'avoir une stratégie pays très, très puissante. Le global local, c'est aussi un slogan que N26 applique depuis déjà quelques années, puisque vous êtes présent donc, dans 24 pays, c'est bien ça, principalement en Europe et depuis quelques temps également au Brésil. Exactement, je pourrais écrire un livre sur l'expansion internationale des entreprises. Alors je pense que ce qui est important de comprendre et à expliquer, donc moi je suis arrivé au moment où on a commencé à se développer international. Il faut penser vraiment international dès le début. Je pense que ça, c'est la pierre angulaire avant de se lancer, c'est-à-dire vraiment quasiment même au moment où on lance un service dans un premier pays. Il faut déjà quasiment le penser avec un ADN international. Donc, quand je suis arrivé, on était lancé en Allemagne, mais le service était déjà disponible en 5 langues. On avait 83 nationalités déjà dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que ça, c'est quand même assez important avant même de pouvoir penser à se développer dans les différents pays. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai tendance à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui les écoutent. Si vous voulez vous développer dans un pays, commencez par embaucher des personnes de ce pays-là chez vous. Je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire avant même de rentrer dans ce pays-là. Donc, moi, j'étais un Français en Allemagne. Si vous voulez en Allemagne, embaucher des Allemands en France, ça va vous aider grandement. La deuxième, c'est trouver l'équilibre entre le global et le local. Parce que, bien entendu, le client est local, ça, il ne faut pas l'oublier, et je passe beaucoup de temps à l'expliquer à des équipes globales. Néanmoins, on ne peut pas se permettre de faire des produits tailor-made dans l'ensemble des pays, et la vérité aussi, c'est il y a quand même des vraies synergies sur certains produits, certaines innovations, donc il faut vraiment trouver le juste équilibre. Et après, ce que nous, on a aussi appris, parce qu'il faut être aussi assez transparent, parce qu'on s'est développé beaucoup en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. Le même modèle ne marche pas nécessairement, en tout cas la même façon d'opérer ne marche pas nécessairement de la même façon. On a essayé différentes façons en Angleterre, aux États-Unis et en ce moment au Brésil. Et typiquement, on voit que certains modèles, on ne peut pas nécessairement tout centraliser si on veut aller au-delà des frontières de l'Europe. Et c'est bien d'avoir des équipes un petit peu plus séparées, typiquement. Donc ça aussi, c'est un vrai learning. Mais c'est un sujet sans fin sur ce sujet-là. Orange Bank est présente des deux côtés des Pyrénées. C'est lié, je pense, à la présence historique, bien sûr, d'Orange dans ces deux pays. Et donc, il y a également des synergies qui sont élaborées entre les deux entités. Oui, tout à fait. En fait, le modèle tel qu'il a été développé, pas forcément exemplaire, puisque Orange, à l'époque, avait décidé de recréer une banque from scratch en Espagne, considérant que la France devait gérer à la fois son développement et la transformation de Groupama Banque. Et donc aujourd'hui, on est en train de retravailler sur un modèle unifié qui permette de synergiser au maximum entre les deux pays. Ça se concrétise par quoi, par exemple ? C'est des organisations communes, c'est des systèmes communs, c'est une convergence des systèmes d'information, c'est convergence de l'offre. C'est important en fait. Après, c'est beaucoup de travail culturel aussi, hein, puisque finalement, se mettre à tous parler anglais, c'est pas forcément évident pour tous, donc ça demande un peu de travail, ça demande de former les collaborateurs aussi. Et puis,
ça passe aussi par le fait de vouloir aussi comprendre que chacun doit avoir ses spécificités, certes, mais malgré tout, les besoins des clients d'un côté ou de l'autre des Pyrénées, c'est à peu près les mêmes, à part quelques bémols près. Donc, il faut aussi savoir mettre un peu son mouchoir sur son ego et trouver un chemin commun. Donc, la saga internationale de Conto passe également par des acquisitions. Donc, Penta, un des concurrents allemands, a été racheté l'année dernière. Pouvez-vous nous en dire plus, Ludivine? Conto a véritablement une ambition européenne aujourd'hui et déjà depuis quelques années. Notre objectif commercial, c'est 1 million de clients en Europe d'ici 2025. On est à 350 000 aujourd'hui. Et effectivement, un des moyens d'atteindre cet objectif, pour nous, ça a été la croissance externe sur le marché allemand. On est présent donc en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. On avait déjà une présence et des équipes en Allemagne lorsqu'on a fait l'acquisition de Penta. On a des équipes dans tous ces marchés. Et j'aurais pu aussi parler du central local, un petit peu de la même manière que l'a fait Jérémy, avec les mêmes sujets. Et pour revenir à Penta, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande affinité de culture, en tout cas de culture commerciale, les fameux piliers dont j'ai déjà beaucoup parlé étaient également présents chez Penta. Aussi, beaucoup de proximité sur les roadmaps produits, et que donc c'était un véritable moyen pour nous d'accélérer sur le marché allemand. Donc, on a fait l'acquisition de Penta l'année dernière. Penta, c'était 200 collaborateurs entre Berlin et Belgrade, qui sont aujourd'hui des collaborateurs Conto, et 50 000 clients sur le marché allemand. Ça nous a permis de devenir leader également sur le marché allemand. Et en termes d'intégration, on a commencé par fusionner les équipes. On est en train maintenant de fusionner la plateforme, les clients et la marque. La mécanique est déjà bien avancée. Je pense que la migration client sera finie d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on utilise la marque Penta by Conto. Et très prochainement, la marque allemande sera aussi Conto. Et par écho à ce qu'a pu dire Jérémy, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce genre d'opération a été possible pour Conto, c'est parce qu'on a notre core banking system. Alors, ça rentre dans trop de détails techniques, mais on a effectivement lancé en s'appuyant sur un prestataire externe, et très rapidement, on a été en mesure de lancer notre core banking system sur lequel toutes les opérations Conto sont aujourd'hui basées, ce qui nous permet d'intégrer des services supplémentaires ou annexes très facilement, et ce qui nous a aussi donné une très bonne expérience de la migration client, puisqu'on a déjà dû migrer tous les clients Conto sur notre propre système. Donc, en fait, on avait cette expertise qui nous permettait d'aborder plus sereinement la croissance externe sur ce genre d'opérations qui sont quand même d'envergure. Bien, bravo. Est-ce qu'on peut imaginer demain ma French Bank en dehors de l'Hexagone, Alexandre? Oui, on peut l'imaginer, mais aujourd'hui, on ne fait que l'imaginer, en tout cas à court terme. Ça fait évidemment partie des lignes que l'on a dans notre backlog de projets, mais pour l'instant, c'est des lignes que nous arbitrons pour deux raisons très simples. C'est que notre objectif de rentabilité nous impose de ne pas nous éparpiller, j'en ai déjà parlé. Et deuxièmement, ça fait écho avec tout ce que vous dites. Le risque d'exécution est très fort dans un développement à l'international. Et donc, il faut s'assurer que l'on diminue et que l'on réduit au maximum le risque d'exécution. Et aujourd'hui, avec les équipes de ma French Bank qui sont frugales, il y aurait un risque d'exécution qui serait trop fort. Donc, on l'a dans notre roadmap. On ne va pas le faire à très court terme. Très bien, nous sommes proches du terme, même nous sommes arrivés au terme. On avait prévu 1h30, mais on peut un tout petit peu déborder. J'ai envie de vous laisser à chacun d'entre vous, bien sûr, le mot de la fin pour donner votre pensée, voire vos convictions un peu sur ce marché dont on a esquissé certains contours. Hein. Impossible, bien sûr, d'être exhaustif et puis de savoir comment vous vous projetez, à quoi pourrait ressembler
le N26, le Nickel, l'Orange Bank, ma French Bank ou Conto d'ici 4-5 ans, par exemple? Je vais commencer parce que je suis désolé, je dois vous quitter. Écoutez, nous, on peut dire que 2022 a été une année exceptionnelle d'un point de vue commercial. Et donc, la dynamique commerciale va générer une dynamique financière dans la logique des choses. Et pour le reste, j'aurai plaisir, j'espère, à parler plus librement au bon moment. Merci à tous et bonne journée. Merci Stéphane, au revoir. Je reprends la main alors. Nous aussi, on va clairement continuer ce pourquoi ma French Bank a été créée, c'est-à-dire devenir un véhicule d'acquisition client pour la Banque Postale autour de nos cibles jeunes, 12, 17, 18, 28, bibancarisés digitaux, et également la clientèle modeste, que l'on n'oublie pas à la Banque Postale et chez ma French Bank, aussi par le footprint que l'on a avec le réseau La Poste. Donc on va continuer à aller chercher le modèle de rentabilité autour de cette acquisition client, la scalabilité de notre modèle et poursuite de l'usage. On va beaucoup communiquer sur le pouvoir d'achat dans les prochaines semaines. Et puis, on va travailler sur ces passerelles avec la Banque Postale pour au maximum proposer plus de services à nos clients de la French Bank. Super. Je me lance. Dans 4-5 ans, je pense que Nickel, ce sera un leader européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un leader français et on construit notre histoire européenne. Dans 4-5 ans, le succès commercial dans les pays sera là. Et donc, on aura vraiment une assise européenne et une légitimité, un succès avéré dans chacun des pays dans lesquels on est lancé, avec une deuxième composante, je pense, une fidélité à la proposition de valeur et aux valeurs de l'entreprise. Je pense qu'on a vraiment là-dessus, on a une colonne vertébrale très puissante et on la gardera dans les années à venir. Nickel, c'est vraiment le compte pour tous, l'utilité, la simplicité, l'universalité, la bienveillance, et ça, je pense que ça restera quelque chose de structurant dans le modèle pour les années à venir. On va dire Nickel Chrome alors. Jérémy? Exactement. Dans 4-5 ans, on va être encore plus un leader, parce qu'on est déjà des leaders sur la plupart des marchés sur lesquels on opère, mais vraiment atteindre des tailles où on commence à se battre face à des banques traditionnelles en termes de taille et aussi en termes de produits. Je pense qu'on va avoir de plus en plus un élargissement de notre gamme de façon quand même structurée, mais ça, c'est des choses qui vont arriver. Et le mot de la fin, de toute façon, si vous voulez le savoir, la meilleure façon, c'est d'ouvrir un compte chez nous, idéalement payant, et puis vous verrez les innovations quand elles arriveront. Ludivine, le mot de la fin est pour vous. Pour Conto, l'ambition 2025 est très claire, c'est 1 million de clients en Europe. Nous aussi, on a la chance d'être sur notre segment déjà leader européen, mais l'idée, c'est de bien sûr consolider cette place. Et ensuite, c'est aller encore plus loin dans le service et la proposition de valeur pour nos clients. Aujourd'hui, nos clients nous disent qu'on leur fait gagner en moyenne 2 heures par semaine. Pour nous, l'enjeu, c'est comment on va leur faire gagner 3, 4, 5 heures par semaine sur les prochaines années. Très bien. En tout cas, on n'a pas perdu de temps. Cette heure et demie est passée très, très vite. Je pense que les sujets ont été aussi variés que riches. Je tiens vraiment chaleureusement à vous remercier à nouveau de votre disponibilité et bien sûr de vos multiples contributions. Jérémy, Marie, Alexandre, Ludivine et également bien sûr Stéphane qui avait une contrainte et il m'avait prévenu auparavant. Je remercie de nouveau donc l'OCBF, notre partenaire. Je remercie bien sûr tous les participants de cette première partie de matinée et je vous donne bien sûr rendez-vous à une prochaine occasion puisqu'elles ne vont pas manquer pour échanger autour de la saga des néobanques avec effectivement quelques fleurons français, ça fait plaisir, et européens bien entendu pour défendre nos couleurs. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir, merci.